Shut up and sit down. OK, donc installer et configurer un routeur pfSense dans un réseau existant. Donc, on est toujours dans un contexte où, dans le fond, on est chez TechMinus, une petite entreprise qui a fait l'erreur de mettre un serveur de routage sur la même machine, sur le même serveur que, dans le fond, dans ce cas-ci, c'était son contrôleur de domaine. Donc, évidemment, lorsque on a pareille situation, notre contrôleur devient exposé à des attaques, notamment des attaques de déni de service, et dans certains cas, s'il y a certains exploits, il pourrait même être compromis. Ça serait un cauchemar pour tout cyberspécialiste. Donc, l'idéal, c'est d'isoler. Et là, l'objectif, c'est d'apprendre pfSense, mais en même temps, d'apprendre à migrer d'une situation où est-ce qu'on avait une passerelle au départ existante dans un réseau déjà préétabli vers une nouvelle façon de faire, une nouvelle passerelle. Donc, apprendre à installer et configurer pfSense, apprendre à désinstaller un rôle sous Windows Server, et j'oserais dire, apprendre à migrer une passerelle d'un serveur vers un routeur. Évidemment, développer votre autonomie. Le matériel requis, bien, vous aurez besoin d'un ordinateur accès Internet, vous aurez besoin d'une virtualisation, d'un serveur, d'une machine virtuelle Windows 7 ou 10 pour faire des tests. Et puis, vous avez besoin aussi d'une machine. En fait, non, on va la créer. Là. Pas besoin qu'elle soit déjà là. On va la créer. Il faudra en fait se créer une machine pfSense qui va répliquer notre serveur, notre routeur. Notre routeur peut être à la fois un bidule physique. Donc, si je m'en vais ici, pfSense, je m'en vais par exemple dans les images. Vous voyez que je vais marquer pfSense Appliance. Vous voyez, ça se vend là. C'est des petits bidules que tu peux acheter pfSense. Mais en réalité, ce que c'est une boîte. À l'intérieur, il y a le logiciel que nous, on va installer dans une machine virtuelle. Okay? pfSense est un logiciel gratuit et open source. Évidemment, ces boîtes-là ne sont pas gratuites. Elles sont développées et soutenues par l'entreprise Netgate. Donc, si on retourne ici, on va regarder le bon de travail. Donc, dans le bon de travail, évidemment, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est installer le routeur pfSense avec les configurations qui sont là. Et dans une deuxième partie, il faudra, dans le fond, retirer le rôle et aller migrer le tout du serveur de routage à notre passerelle. Pour bien comprendre ce qu'on va faire, il faut visualiser le plan topologie réseau qu'on a actuellement. OK? Si on regarde dans topologie réseau, on a par défaut deux cartes réseau. Hein? On était ici, là. On avait deux réseaux. De ce côté-ci, on avait le réseau LAN. Et de ce côté-ci, le réseau WAN. C'est ce qui faisait que notre serveur était exposé puisqu'il était, dans le fond, à cheval sur les deux réseaux et qu'on pouvait donc y accéder directement depuis la FAI. Ce que je vais faire, c'est plutôt rompre le lien ici et donc il va falloir que j'aille désactiver. À écrire avec une souris, c'est pas évident. Cette carte-là. Donc la carte WAN de mon serveur devra être désactivée. Le problème, c'est que tous les postes ici et ici, qui ont accès normalement à Internet grâce au serveur, ça ne marchera plus. Je vais donc devoir établir un nouveau lien vers un routeur pfSense, ici, qui va faire ça.
Donc concrètement, on va toujours avoir un LAN et un WAN, sauf que maintenant mon serveur, plutôt que de passer directement par en haut, il va faire comme tout le monde et il va passer par le réseau local. Donc il va falloir aussi que sur ma carte réseau LAN de mon serveur, que je m'assure d'aller mettre une passerelle que je n'avais pas avant. D'autre part, ben, mon serveur, il utilisait un rôle. Beaucoup de mes machines utilisaient le DHCP pour ce qui est de leur configuration. Et dans le DHCP, évidemment, ben, j'ai une option qui s'appelle l'option routeur, qui identifie la passerelle par défaut à transmettre lors de la configuration DHCP. Alors, ben, il faudra que je la change, puisque maintenant mon routeur, ça va être pfSense. OK? Donc, il va falloir, j'ai une adresse ici pour mon pfSense LAN. On nous l'a fourni. En fait, on a fait .1 pour le serveur. Cette adresse-là, je ne peux pas la changer. Mon contrôleur de domaine, si je lui change ça, là, ça va le foutre en bordel. Alors, je vais lui laisser .1. Je vais utiliser une autre adresse IP qui est à l'autre extrême de ma plage de réseau, ma plage d'adresse IP, parce que, dans le fond, c'est plus facile à se rappeler. Et c'est la recommandation même Microsoft, c'est-à-dire qu'on va utiliser le .254 à la place de .1. Bon, parfait. Donc, première étape, ben, je vais aller mettre à jour ma stratégie d'adressage IP. Mon adresse réseau ne change pas, mais ma passerelle ici, je vais tout de suite la changer, elle devient 254. Le reste de mes serveurs, ça ne change pas. Par contre, là, j'ai pas de. Si on regarde, là, j'ai des autres, j'ai des serveurs, mais j'ai pas de place pour mon routeur dans ma stratégie. Donc, je pourrais toujours l'ajouter à la limite. Un petit trou ici. Donc, pour les routeurs et autres périphériques réseau, parce que je pourrais avoir d'autres périphériques réseau adressables, comme par exemple des commutateurs intelligents. Bon, là, je vais changer sa belle petite couleur de fond. Lui, là, on va passer, je sais pas, tiens, bleu, c'est cute. Et puis là, ben, il y a un nom, ce routeur-là. Il va s'appeler RT. Notre admin, dans le bon de travail, nous l'a nommé. RT-MTL-01. Je ne suis pas sûr si c'est double 01 ou simple 01. Simple 01. Parfait. Et il va être 254. Donc, juste avec ça, ben, j'ai de quoi travailler. Donc, ça, c'est, je sauvegarderai ça. Si ma stratégie IP est sur un wiki ou quoi que ce soit, j'insiste, c'est très important de mettre à jour votre documentation afin de vous assurer qu'à l'avenir, vous ne vous trompez pas ou qu'un autre technicien dans l'entreprise qui se fierait à la documentation n'irait pas mettre une config erronée. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais lancer mon installation de pfSense. Puis pendant que ça installe, en fait, je pourrais peut-être faire autre chose, là, on verra. Alors, je vais devoir créer une nouvelle machine virtuelle. Évidemment, si vous êtes sous VMware, ce sera légèrement différent. Si vous êtes sur VirtualBox, ce sera légèrement différent. Je vais quand même laisser que je vais installer l'OS plus tard. Ce n'est pas un Microsoft Windows. Il s'agit d'un, dans mon cas, Other. Et dans Other, je vais choisir FreeBSD 11. Puisque c'est sur ça qu'est basé pfSense. Suivant. Ici, par contre, je ne l'appellerai pas FreeBSD, je vais l'appeler pfSense. Suivant. Ça ne sert vraiment à rien d'y mettre plusieurs cœurs. C'est vraiment un appareil qui est très, très peu gourmand en termes de ressources. Laissez ça simple. Au niveau aussi du nombre de RAM, vous voyez qu'il suggère 256 MB de RAM. Ça fonctionnerait. Par contre, c'est peut-être un peu limite. 512 au minimum, je vous dirais. Puis on pourrait même monter jusqu'à 1 gig. Dans mon cas, moi, j'ai quand même beaucoup d'espace RAM sur ma machine. Je vais mettre 1 gig, donc 1024 MB pour mon serveur. Réseau, ben, je peux laisser ça cocher, je vais le changer de toute façon. Au niveau de mon contrôleur, je vais remettre un SATA, pas un SCSI.
Je vais créer un nouveau disque. 20 gigs, là, c'est définitivement trop. Il y a besoin d'1 gig pour fonctionner. OK? 5, ça va me laisser de la place. Mais j'ai vraiment pas besoin de beaucoup pour travailler. Et je vais faire du single file ici. Ça sert à rien de faire du multifile. Next. Je ne touche pas à ça. Ici, je vais aller personnaliser mon hardware. Dans le cas que si vous êtes sur VirtualBox, vous iriez dans Configuration. On irait dans la partie Réseau. Dans un premier temps, Réseau, ma première carte est NAT. Je vais en ajouter une autre carte Réseau. Et la deuxième carte ne sera pas NAT. Elle sera dans mon réseau. Et dans mon cas, moi, j'ai un réseau LAN 1 que j'utilise présentement pour mon serveur et mes clients. Donc, c'est sur celui-là. Autre chose, mais dans le lecteur CD-ROM, je vais aller utiliser le ISO que j'ai préalablement téléchargé dans mon cas. Donc, je vais faire Browse. Je vais aller dans mon cas, il est dans téléchargement présentement. Ah, non, il n'est pas arrivé encore. Ah oui. Oui, particularité avec celui-ci. PFSense, lorsque vous le téléchargez, va être en tar GZ. OK, si vous regardez ici, là, téléchargement, PFSense, il est ici. Puis étrangement, c'est Adobe qui est comme l'application pour ouvrir tar GZ. C'est absolument, ça ne fonctionnera pas là. Ce que vous allez plutôt utiliser pour le décompresser, c'est 7-zip. Je vais faire extraire ici, là. Et là, vous allez avoir vraiment le ISO. Pour savoir où le télécharger, vous allez sur Internet, vous tapez tout simplement PFSense. Et sur le lien officiel de pfsense.org, vous allez avoir ici Download. Choisissez votre version, prenez pas 2.3.5, là, c'est plus vieux, 2.4.3. Type d'architecture, ben, par défaut, vous êtes probablement en 64. D'ailleurs, c'est ce qu'il détecte dans mon cas. Et type d'installateur, ben, on va choisir CD ISO. Et là, en appuyant sur Download, ben, vous obtiendrez le tar GZ que j'ai déjà préalablement téléchargé. Je vais prendre ça, je vais aller le mettre dans mon dossier de travail. On fait, oups, ici, ISO. Je vais supprimer, j'avais la vieille version, moi je vais la changer. Voilà. Naviguer. Donc, au niveau matériel, c'est prêt. Je vais faire Close et Finish. Donc, ma machine PFSense est prête. Je vais la démarrer et je vais démarrer sur le CD-ROM. Là, je vais le laisser travailler, ne toucher à rien. Je vais zoomer un petit peu parce que c'est petit à la base, là. Donc, l'installation est relativement simple. Elle se fait avec le clavier. N'utilisez pas la souris, même si vous la voyez, là, elle peut apparaître. On fait juste Enter. Au niveau de l'installation, on fait juste Enter à nouveau. On ne touche pas au keymap, donc c'est notre clavier, pas besoin. Enter. Dans notre cas, nous, tout le disque dur servira à PFSense, donc pas besoin d'aller faire des partitions nous-mêmes ou quoi que ce soit. On fait simplement Enter ici pour qu'il prenne tout le disque et qu'il s'en occupe lui-même. On dit l'installation is now finished. Before exiting the installer, would you like to open a shell? On n'aura pas envie. Par contre, ce qu'il va falloir qu'on pense à faire,
c'est s'assurer dans les settings d'aller enlever le CD. Parce que sinon, il va redémarrer encore dessus. Donc, je peux mettre rien là. Je sais pas si je peux l'enlever. En fait, je vais juste le déconnecter, tiens. Voilà. Ah, c'est ça, il veut pas. N'importe quoi, on s'en fout. Donc, j'ai déconnecté dans mon cas. Dans votre cas, vous avez juste à éjecter le CD de force avec VirtualBox. Ça fonctionne aussi bien. Enter. Donc, ça a l'air de ça une fois démarré. Ouais, ben c'est pas très sexy. Évidemment, en console, comme ça, on est limité dans les options qu'on peut utiliser. Et c'est pas l'objectif, en fait, d'utiliser la console. On a ce qu'on appelle un Web Configurator qui va nous permettre, en fait, un peu comme vous avez à la maison avec un routeur intégré, d'accéder via une interface web au routeur et d'aller modifier ses paramètres. Par contre, je ne pourrai pas accéder au Web Configurator tant aussi longtemps que, oups, ici, ma carte réseau, là, n'est pas compatible avec mon réseau. Si vous remarquez, elle a pris 192.168.1.1, qui est comme, un peu comme votre routeur à la maison. Là. Il prend une adresse 192.168 par défaut. Là. Donc, lui a pris 1.1. Et c'est pas du tout ça, parce que mon réseau, on se rappellera selon la stratégie IP, c'est 172.16.1.0/24. Donc, je vais aller lui donner une adresse. On a dit que la LAN serait 254. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Donc, ce que je vais utiliser, c'est l'option numéro 2, Set Interface IP Address. Si mes cartes avaient été inversées, là, si vous remarquez, moi, dans mon cas, j'ai 192.168.18.133. C'est à cause de VMware qui me donne cette adresse-là. Mais c'est vraiment mon adresse WAN qui est là. Dans le cas de vous à l'école, ce serait 10 quelque chose. Puis si vous êtes à la maison, ce serait possiblement l'adresse IP de votre fournisseur Internet. Si je les avais inversés, je pourrais utiliser l'option 1 qui est Assign Interfaces. Donc là, à ce moment-là, je pourrais assigner quelle carte sert à quoi. Moi, elles sont déjà dans le bon ordre. J'avais pris bien soin de faire en sorte que la carte 1 était NAT et que la carte 2 était LAN. Donc, il les a pris dans le bon ordre. Je vais faire 2 et Enter. Maintenant, il me dit, ben, laquelle j'ai envie d'aller jouer dedans, ça va être la 2. La LAN. Il dit, Enter the new LAN IPv4 address. C'est mon adresse de mon routeur. 16.1.254. C'est ce que j'ai prévu dans ma stratégie IP. Maintenant, le masque, sous forme de bits. Hein, il n'utilise pas la convention point décimal. Okay? Il utilise la version CIDR, donc la notation en bits. Dans notre cas, nous, ça tombe bien, on a toujours utilisé ça. C'est 24 bits, l'équivalent de 255, 255, 255, 0. Maintenant, dans le fond, on nous dit For WAN, enter the new LAN IPv4 upstream. C'est que si je ferais la configuration de mon WAN, il faudrait que je vous dise quelle est la prochaine passerelle par défaut de mon WAN. Mais j'en ai pas, moi, c'est ma carte LAN. Donc, c'est sûr que l'externe, c'est la WAN. Je fais juste Enter. Enter the new LAN IPv6. Je ne veux pas utiliser l'IPv6, donc je fais Enter. Do you want to enable DHCP server on LAN? La réponse à ça, c'est non. J'ai déjà un serveur DHCP sur mon serveur. Et notre admin préfère de loin gérer le service directement depuis le serveur que depuis pfSense. L'autre chose, c'est que le DHCP sur mon serveur me permet des options supplémentaires, comme par exemple le serveur de temps. Ce que pfSense ne me permet pas. Et pfSense ne me permet pas de faire des exclusions. Donc, je suis obligé d'utiliser des plages d'adressage IP exclusives, ce qui me force à gérer, en fait, à micro-gérer mon DHCP. Donc, c'est plein de désavantages que le serveur n'a pas, donc je vais dire non ici.
Par contre, ce que là, ça me rappelle, c'est qu'il va falloir que j'aille configurer mon DHCP, enfin modifier mon DHCP sur mon serveur. Maintenant, est-ce que vous voulez utiliser le web configurateur en HTTP? Si vous le faites en HTTP, évidemment, vous êtes moins sécurisé. Donc, si vous accédez au web configurateur depuis une interface Internet, donc depuis un accès externe, définitivement à ne pas faire. Si je suis depuis l'interne, je peux décider de cocher oui à ça et ça va me mettre en HTTP. L'avantage d'HTTP, c'est que vous n'aurez pas le fameux message dans Chrome ou Firefox qui vous dit que le certificat n'est pas valide. Puis l'avantage, c'est que vous n'aurez pas à aller vous casser la tête à trouver un certificat de sécurité valide pour votre PFSense. Mais si c'est important pour moi, là, j'irai le chercher. Dans notre cas, nous, pas vraiment. Donc, cela dit, je vais le laisser en HTTPS. Je fais non. Donc, ce qu'il me dit ici, c'est que, dans le fond, si je veux accéder au web configurateur, la partie ici, l'adresse pour y accéder, c'est ça. Donc, l'adresse pour accéder à la page de configuration, c'est https 172.16.1.254. Et là, il ne nous le dit pas, mais le login, c'est admin. Puis le password, ben, c'est PFSense. OK. Ça tombe bien, j'ai des machines que je peux utiliser pour... Hop. Voilà. Donc, j'ai un Windows 7 qui traîne par ici. Heureusement, un Windows 7 dans lequel j'ai mis Chrome. Et là, présentement, remarquez, j'ai accès à Internet. Sauf que j'y ai accès parce qu'en réalité, je suis en train de passer par... Où est-ce qu'il est? Password, passerelle par défaut. Je passe par une adresse NAT. Je passe par l'adresse WAN de mon serveur. OK? Ça, c'est bizarre. Ah, je suis en NAT. Attendez. C'était bizarre. Attendez un petit instant. Il semblerait qu'il y a foul play. On remet ça à LAN. C'est mieux, parce que sinon, je n'aurais pas accès. Donc, si vous avez fait la même erreur que moi, simplement faire un ipconfig /release. Faites un renew. Ah, c'est mieux, là. Là, on parle. Donc, ma passerelle, par défaut, c'est mon serveur de routage. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper et de pouvoir faire des tests correctement, je vais tout de suite aller sur mon serveur de routage. Tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de tout enlever le rôle tout de suite. Mais pour faire mes tests et m'assurer que c'est le PFSense qui prend, là, je vais tout simplement aller dans Centre réseau et partage. Puis je vais aller lui désactiver ma WAN. Si je serais sur un serveur de production, ce ne serait pas l'étape que je ferais là. Je la ferais à la fin pour tout migrer d'un coup, pour pas que pendant que je travaille, mes usagers perdent accès à Internet. Mais moi, c'est un serveur de test, alors je vais me permettre la chose. Maintenant, si je m'en vais sur Chrome, puis que j'essaie de faire une recherche, ça va tourner, et j'obtiendrai absolument rien parce que le routeur, ma passerelle par défaut, j'ai coupé sa WAN. Par contre, si j'essaie d'aller sur le serveur PFSense, sur le routeur PFSense, je vais arriver. Là, il me dit que le certificat n'est pas fiable, parce que c'est un vieux certificat. C'est pas grave, je vais faire paramètres avancés et tu as ici l'option continuer vers le site. Et voilà la petite page de PFSense. Je tape admin, PFSense,
Et voilà. Vous avez un beau petit wizard que vous pouvez suivre, étape par étape. On va le faire ensemble, mais toutes les options qu'il y a dans le wizard, vous pouvez les retrouver principalement dans le système. Ou si vous voulez relancer le Setup Wizard, vous pouvez aller dans le système et Setup Wizard. Si vous ne voyez pas en passant le menu en haut, mais plutôt une espèce de carré avec des petites barres, c'est parce que votre résolution d'écran est trop faible. Vous êtes à une résolution d'écran quasiment comme un cellulaire, là, puis vous avez donc la page responsive style cellulaire. OK? Alors ici, on continue. Setup. Next. Quel est le nom? C'est important de mettre le bon nom, surtout si vous voulez y accéder via un nom de domaine. Hein? Si je veux accéder, par exemple, à ma passerelle en tapant simplement passerelle.techminus.lan, puis que mon DNS le résout correctement, il faudrait que je mette le bon nom. Et l'autre chose, c'est que si je ne mets pas le bon nom, pfSense va découvrir qu'il y a une incohérence entre l'enregistrement du DNS et lui-même, et il va suspecter ce qu'on appelle une attaque de DNS poisoning. Donc, une redirection DNS comme type d'attaque, puis il ne vous laissera pas rentrer. Donc, nous, on sait déjà son nom, c'est RTMTL01. Mon domaine, ce n'est pas local domaine, c'est techminus.lan. Quel est mon serveur principal? Bien, ça ne change pas. C'est bel et bien mon serveur .1.1. Secondaire, je pourrais mettre 8888 de Google. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Mon serveur de temps. Encore une fois, on a activé ça dans nos fonctions du DHCP de notre serveur principal. Donc, il s'agit de notre serveur principal. Et notre zone, on n'est pas en UTC, là, on est en -5 ici, GMT-5, qui est le fuseau horaire. C'est important, entre autres, si vous restez en HTTPS, ça va être super important parce que dès que vous allez vouloir mettre un vrai certificat, si vos time zones ne sont pas bonnes, le délai de temps ne sera pas bon. Puis il va vous dire que votre certificat n'est plus valide. Maintenant, au niveau de la carte WAN, donc les configurations des cartes WAN, on la laisse en DHCP et tout le reste en dessous, on n'y touchera pas. J'attire votre attention sur un élément par contre, ce qu'on appelle la configuration ici PPPoE. Il s'agit du Point-to-Point Protocol over Ethernet. C'est le protocole qu'utilise encore pas mal Bell pour tout son DSL. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils incorporent dans leur routeur intégré le username password de Bell, mais vous pourriez avoir un lien direct en vous débarrassant du routeur intégré de Bell. À ce moment-là, c'est ici qu'il faudra aller rentrer les informations, parce que c'est lui qui va devoir négocier la connexion. C'est pas notre cas. On n'a pas à se casser le bacon. On fait next. L'adresse LAN, ça tombe bien, nous on l'a configuré déjà dans le système. Donc on vérifie, c'est bien la bonne, il n'y a pas de changement. Maintenant, le mot de passe admin, évidemment de laisser admin et pfSense, surtout dans un domaine, dans un endroit en production, c'est courir après le trouble. Donc, admin va rester admin, mais password, on va le changer. Et on va aller regarder là ce qui nous avait été demandé. Je ne me rappelle plus dans le bon de commande. Annexe 1, exclamation. Donc, on va aller utiliser ça. Oups. Et ici, il y a un drôle de bug dans le wizard. Si vous vous gourrez, que vous ne vous mettez pas deux fois le même, il va vous générer une erreur. Quand vous allez faire back, il va vous dire qu'il ne peut pas trouver la page. Donc, il va falloir que vous recommenciez dès le début le setup. Fait qu'assurez-vous de le taper comme du monde. On est rendu à Reload Configuration, donc c'est-à-dire que tout a été fait comme il faut. Je vais faire Reload. Ping! C'est déjà arrivé qu'au lieu de passer au vert, il est resté au rouge, puis il est gelé là. C'est pas, si tu fais juste sur ton navigateur rafraîchir la page, tu vas rentrer ton user password, puis ça va marcher, pas de problème. Donc maintenant, dans pfSense, ce qui a de l'intérêt pour nous,
si vous allez dans Status, vous allez avoir la page par défaut là, quand vous ouvrez une session qui s'appelle Dashboard. On va accepter les termes, c'est beau. Et dans Dashboard, en fait, ce qui est très intéressant, ben, je vois en partant, on va zoomer un petit peu, l'état de mes cartes réseau. OK? Donc, on voit ici là, que mes deux cartes réseau sont up. On voit que dans les deux cas, on est à du 1 gigabit seconde. Puis je suis capable de voir c'est quoi les adressages qui ont été donnés à ces deux cartes-là. OK? L'autre chose que je peux voir, si je suspecte que mon routeur il y a de la misère, il est attaqué, il manque de ressources, ben, je peux voir ici dans le côté droit, dans le côté gauche, pardon, l'usage au niveau du CPU et l'usage au niveau de la mémoire. Ça, c'est de la mémoire temporaire, là, de la mémoire virtuelle. Puis je peux voir aussi l'usage au niveau du disque dur. Là, comme vous voyez, on utilise 17% des 4.6 gigs qui sont attribués pour nous. Donc faisons le tour ensemble un peu du propriétaire. Donc sous système, il n'y a pas grand-chose là-dedans qu'on va vouloir aller regarder. Celui peut-être qui va vous intéresser, ben, il y a General Setup. Si vous voulez changer son nom, entre autres, son domaine, si vous êtes trompé, son DNS, sa zone, donc les trucs un peu de base de l'interface, puis du PFSense. Ensuite, ben, il y a le Logout, si vous voulez fermer votre session. Et en bas, il y a le Update, qui est intéressant aussi. Donc dans Update, il cherche lui-même en ligne s'il y a des mises à jour. Donc, il dit que le système actuel est à 2.4.3 et le plus récent est 2.4.3_1. Si je fais confirm, it dit, please wait while the system update completes. This may take several minutes. C'est pas super long là, dans l'habitude. Là. Puis, il va faire sa mise à jour. Là, système fail, c'est correct. Ça ne me dérange pas. Mais si j'avais une version, j'avais installé à 2.4.2 ou la 2.3.5, là, il aurait téléchargé la nouvelle version. C'est juste que là, c'est la même, je l'ai déjà. Le dernier, en général, qui nous intéresse, c'est User Manager. C'est que ça nous permet, par exemple, de créer d'autres usagers. Exemple, vous pourriez créer un user, je ne sais pas moi, le user, on va l'appeler Viewer, mettons. Avec un mot de passe plus facile. Mettons. Je l'enlève des groupes admin. Not member of, c'est parfait. Là, il faudrait que j'aille créer un autre groupe. Là, je ne l'ai pas fait. On va faire save. Là, je m'en irai dans groupe. Je ferai un nouveau groupe. Je vais l'appeler viewer. Save. Là, ce que je vais vouloir, c'est lui donner des permissions. Je ne me rappelle plus. J'ai un blanc. C'est toujours local. Où sont les... Ah, bon, ici, permission. Assign privilege. Voilà. Là, je ne le ferai pas tout au long, là, mais tous les panneaux que je vous montre dans PFSense, vous pouvez leur dire, ben ça, il peut le voir, vous ne pouvez pas le voir. Au niveau des interfaces, maintenant, WAN et LAN. Si je m'en vais dans LAN, j'ai ma carte réseau LAN que je peux aller reconfigurer. Au niveau du pare-feu, si je veux appliquer des règles, donc il faut penser que ce pare-feu-là, c'est le pare-feu qui part de Internet et qui coupe ce qui rentre vers mon réseau local, et ce qui part de mon réseau local et qui sort vers Internet. Donc les règles que j'applique là ne sont pas celles en lien avec les services de mon serveur. Elles sont en lien avec, par exemple, si j'ai une page web que j'héberge chez moi, il faudra que j'ouvre le port 80 dans mon pare-feu de mon PFSense pour lui donner accès. Donc ça se trouve un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails du reste. Services. Dans les services, il faudra que j'aille dans DHCP serveur et on va les vérifier. On voit ici, DHCP, il est désactivé présentement. Il n'est pas coché. Donc si je décidais de
passer du serveur contrôleur de domaine que j'ai présentement à mon PF-Sens pour ce qui est du DHCP, c'est ici que je vais être obligé d'aller changer. Donc voilà, ça conclut pour en fait essentiellement le PF-Sens. Là, vous pourrez faire le tour, voir d'autres choses si cela vous chante. Maintenant, il reste à aller vérifier mon serveur. Donc sur mon serveur, dans LAN, il faudra que je change les propriétés de ma carte réseau parce qu'elle n'avait pas de passerelle. Maintenant, elle doit en avoir une. 16, 1, 2, 5, 4. Et dans mon serveur DHCP, IPv4, option du serveur, option d'étendue plutôt. Option d'étendue ici. Il faut que j'ai un routeur qui pointait sur .1.1. Je vais enlever ça et je vais mettre plutôt .1.254. Je vais l'ajouter. C'est fait. Donc maintenant, tous mes prochains ordinateurs vont avoir la passerelle PF-Sens. Et la dernière chose qu'on me demandait, c'est de faire une inscription dans le DNS. Toujours dans la zone directe. C'est un enregistrement A puisqu'il s'agit d'un node physique. RT, MTL 001. Son IP, c'est 172 16 1 254. Je laisse cocher le pointeur PTR et je fais ajouter. Donc à partir de maintenant, mon DHCP publie la bonne adresse. J'ai accès via RT MTL. Maintenant, dans le bon de commande, on me demandait de pouvoir avoir accès au routeur avec le mot passerelle. Ben, ça serait un CNAME. Et dans le CNAME, je vais simplement pointer sur mon routeur passerelle. Donc, il va être accessible via les deux. Donc voilà, ça conclut la présentation sur PF-Sens. Wow! Un petit oubli! C'est bon de réviser par moment le bon de travail. Alors, on a oublié un petit détail. Tout a été installé, sauf qu'on n'a pas enlevé le routage qui est ici. Il n'est pas utile présentement et il ne cause pas vraiment de dommages parce que en fait, il utilise très peu de ressources et la carte réseau WAN avec laquelle il était connecté, ben, elle n'est plus là. Je l'ai enlevé, je l'ai désactivé. Sauf que ce n'est pas simple de garder du routage si, de toute façon, on ne l'utilisera plus. Alors, pour retirer un rôle, alors on fait bouton droit, supprimer des rôles. Et là, dans la fenêtre qui suit, on va aller décocher service de stratégie et d'accès réseau. Maintenant, ici, si je voulais enlever seulement le routage, donc mettons, je veux garder le service d'accès réseau, parce que je veux éventuellement avoir peut-être un VPN ou un truc comme ça, ben à ce moment-là, ce n'est pas un rôle que je veux enlever. C'est plutôt un service de rôle. Oups, pardon, ici. Et là, lorsque je clique sur le rôle, lui-même, je vais avoir ajouter ou supprimer ici. Ajouter ou supprimer des services de rôle. Donc le routage qu'on avait ajouté n'était pas un vrai rôle en fait. C'était un service à l'intérieur d'un rôle. Donc si je m'en vais ici dans supprimer des services de rôle, on voit que le routage est ici et je peux le décocher, laissant ici service d'accès à distance. Cependant, si je me fie au bon de travail, on n'aura pas vraiment besoin de ça présentement. Donc, on va simplement s'en débarrasser du rôle lui-même. Et si jamais on en aura besoin de nouveau, on peut le rajouter. Maintenant, certains rôles sont plus difficiles que d'autres à enlever ou peuvent avoir des incidences beaucoup plus importantes. C'est le cas notamment du rôle de DNS et de contrôleur de domaine. La plupart du temps, lorsque vous allez désinstaller un rôle, supprimer un rôle, vous allez avoir la mention redémarrage en attente.
Dans certains cas, ça peut attendre, surtout si c'est un serveur qui est en production et que des clients sont présentement connectés dessus. Mais si c'est urgent, si le rôle doit absolument être désinstallé tout de suite, bien, vous faites le redémarrage tout de suite. Ou si, par exemple, vous êtes en dehors des heures de production, ou comme dans notre cas, c'est un serveur de test, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir redémarrer. Alors, juste vous dire ici, si vous faites, voulez-vous redémarrer maintenant, je lui dis oui. Je n'aurai pas de petite fenêtre qui va me demander pourquoi. Moi, je vais dire non, pour le bien de la cause. Et alors que, par exemple, si je m'en vais ici et que je lui dis redémarrer, bien là, je vais avoir une fenêtre pourquoi. Et dans ce cas-ci, je vais aller dans Système d'exploitation, reconfiguration planifiée. Et j'écrirai retrait du rôle, pas du service, du rôle, accès réseau. Pas besoin d'être tout à fait précis, juste pour se donner une idée de qu'est-ce qu'on avait fait et pourquoi on avait eu à redémarrer. Je fais OK. Les utilisateurs ont présentement une session d'ouverte. C'est normal, en fait. Présentement, je suis connecté avec l'administrateur, puis il y a un autre utilisateur qui est connecté qui est Plamondon. Dans ce cas-ci, je sais que c'est pas grave, donc je vais faire oui. Et ça redémarre. Au redémarrage, ben, le service ne sera plus là et ne sera plus présent dans mon gestionnaire de serveur.